Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point bourse. Aujourd'hui, on va évidemment parler de la guerre entre le Hamas et Israël et des impacts que ça peut avoir sur l'économie et sur la bourse. On fera aussi un point sur le CAC 40, sur le S&P 500 qui est peut-être en train de vivre un retournement, et on parlera aussi de l'or et des obligations. Je vous parlerai d'un indicateur notamment lié au risque entre les obligations et les actions. C'est parti. Je vous fais un petit rappel, toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, je fais une vidéo où j'analyse vos actions. Alors n'hésitez pas à me donner en commentaire les actions que vous voulez que j'analyse, je le ferai avec plaisir. Cette semaine, comme vous pouvez le voir, on a le FMI qui alerte sur des menaces de plus en plus pressantes pour la croissance, des taux d'intérêt élevés, une inflation persistante, une Chine qui est fragilisée, et évidemment des risques géopolitiques qui sont importants. La situation elle est de plus en plus tendue et on s'attend à un ralentissement de la croissance mondiale. Ça peut être une bonne nouvelle finalement pour les banques centrales qui n'attendent que ça. Je vous rappelle qu'elles cherchent à ralentir la croissance, elles cherchent à ralentir l'économie pour faire baisser l'inflation à 2%. On va aussi faire le point sur les cours du pétrole qui se sont envolés de plus de 4%, comme vous pouvez le voir, lundi, après l'offensive surprise du Hamas contre Israël. On peut s'attendre à une plus grande volatilité et au-delà de la brutalité des affrontements, mais ça ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, on peut s'inquiéter d'éventuelles difficultés, notamment logistiques et d'approvisionnement. Ce qui va être déterminant finalement pour les marchés, c'est de savoir si le conflit il va rester contenu ou est-ce qu'il va s'étendre à d'autres régions et en partie l'Arabie Saoudite qui est l'un des plus gros producteurs de pétrole. Pour l'instant, on a des marchés qui semblent penser que la situation elle restera limitée en termes de portée, de durée et de conséquences sur les prix du pétrole. Vous voyez bien sur le graphique certes, le baril du pétrole a augmenté, mais c'est pas non plus rédhibitoire. On n'a pas atteint notre sommet de septembre. Et si on regarde à très long terme, on a déjà eu un baril du pétrole à 120 euros. On sait finalement que les prix du pétrole, ils ont tendance à enregistrer des augmentations durables après les crises du Moyen-Orient. Donc c'est à voir. Il va falloir regarder comment le pétrole se comporte. Évidemment, en lien avec ça, vous voyez qu'on a Total Energy qui rebondit très fortement et qui va à nouveau, c'est toujours chirurgical, toucher son sommet, sa résistance finalement des 63,6. Pour Total Energy, rapidement, on a un canal haussier qu'on voit en bleu. Est-ce qu'on va continuer si justement cette guerre elle se poursuit et s'il y a d'autres pays qui s'impliquent, d'autres pays du Moyen-Orient qui s'impliquent, est-ce qu'on n'irait pas casser justement cette résistance-là et continuer de jouer en dessous de notre support, de notre canal haussier finalement. Donc à voir pour Total Energy. Si on rebondit vers le bas, là vous voyez quand même qu'on a touché, mais on a quand même rebondi un tout petit peu vers le bas. Vous voyez que la mèche, elle rebondit un petit peu vers le bas. Est-ce qu'on peut s'attendre dans la semaine, s'il n'y a rien de nouveau sur le conflit, à aller chercher plus bas? Et puis il va falloir aussi, mais je vais vous en parler après, faire attention aux décisions de l'OPEP+, sur la production du pétrole. Mais ça, on en parle tout de suite. En gros, les tensions au Moyen-Orient et les sanctions économiques, notamment contre l'Iran, elles ont déjà fait bondir les prix du pétrole par le passé. Comme je vous le disais, si on reprend le graphique et qu'on va regarder entre 2011 et 2014, comme vous le voyez ici, entre 2011 et 2014, les cours du pétrole, finalement, ils avaient fluctué autour de 100 dollars du baril, soutenu à la fois par le durcissement des sanctions contre Téhéran et aussi le conflit syrien. Donc est-ce qu'on va revivre une période comme ça
avec des prix du pétrole très hauts, hein, qui pourraient donc se situer aux alentours des 100, 120, et que ça dure, c'est possible. Hein. On voit quand même qu'on est assez haut depuis déjà un moment. Hein. Depuis janvier 2020, on est quand même sur des prix qui sont assez hauts. On le sent quand on va faire notre plein d'essence, on est sur des prix assez importants. Donc, à voir comment va perdurer ce conflit-là. Est-ce que c'était... je pense pas personnellement que ce soit qu'une phase. Ça a quand même atteint un niveau de violence assez important. Ça se ressent partout dans le monde. Donc, à voir l'évolution du conflit. Évidemment, tout ça, ça va pas arranger l'inflation. Hein. C'est des tensions qui risquent de se répercuter sur les prix de l'inflation. Et la hausse des coûts de l'énergie, c'est en effet l'une des principales causes, finalement, de la flambée des prix actuels. Hein. Comme vous voyez, l'énergie, elle est en jaune, juste là. On voit que c'est quand même ça, tout au long de l'année 2022, qui a fait le plus monter les prix. Et là, on pourrait avoir une inversion de tendance. Vous voyez qu'on était sur une légère pente descendante. On pourrait avoir une inversion de tendance avec, en jaune, un prix de l'énergie qui augmente de plus en plus. Si c'est le cas, l'inflation, elle risque de continuer à augmenter. Là, pour les banques centrales, ça va faire tilt. Et ils vont devoir très certainement, ils vont vouloir très certainement continuer leur augmentation des taux pour calmer tout ça. Ce qui était plutôt en bonne voie. Hein. Vous voyez quand même qu'on a une inflation qui a ralenti. Hein. Et on pourrait voir là, avec ce conflit-là, une inflation qui repart, avec des prix de l'énergie en hausse. Donc ce serait pas très bon pour l'économie, ce serait pas bon non plus pour la bourse, ça indiquerait aussi une récession, ça annoncerait aussi une récession beaucoup plus importante et beaucoup plus durable. Donc il va falloir faire très attention à ce conflit qui peut avoir des répercussions graves, surtout si l'Arabie Saoudite et notamment Téhéran sont intégrés à ce conflit-là. Il y aurait de gros problèmes d'approvisionnement, de production, etc. Tout ça d'autant plus que la semaine dernière, on a l'OPEP+, l'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, qui a recommandé de maintenir sa stratégie actuelle de baisse de la production. Et ça, c'est renforcé par les coupes de l'Arabie Saoudite et de la Russie, des coupes de production, dans le but de soutenir l'augmentation des cours. C'est-à-dire que, en fait, l'objectif de l'OPEP, c'est de faire de la marge sur la vente de pétrole. Donc pour eux, le coût de production, il va pas évoluer finalement, sauf s'il y a des problèmes d'approvisionnement, mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est réduire leur production pour baisser l'offre de pétrole et faire monter les prix, parce que la demande va rester la même. Si vous comprenez pas tout ça, je vous conseille d'aller voir notre vidéo sur l'offre et la demande. Donc eux, le but, c'est de faire monter les prix pour avoir une marge plus importante. C'est ce qui s'était passé dans les années 70 avec les chocs pétroliers. C'était aussi lié à l'OPEP qui avait décidé, pour X ou Y raison, de réduire sa production. On va pas rentrer dans le politique, on reste sur la bourse. Alors ça, c'est le graphique du CAC 40 sur les 5 derniers jours. Comme vous pouvez le voir au début de la semaine, on a un CAC 40 qui a peu réagi à cette guerre-là entre Israël et le Hamas. Mais, vous le voyez, attention, si on devait avoir d'éventuels développements négatifs de cette guerre, en cas d'embrasement du pétrole, la bourse, comme c'est le cas sur la fin de la semaine, la bourse et l'économie, elles risqueraient d'accuser encore plus le coup que ce que vous voyez là. Ou à contrario, on a l'or et le dollar qui pourraient être plébiscités. Le dollar, on va en parler après. Vous allez voir que ça peut largement être le cas. Pour le CAC 40, on est toujours dans notre range. On a accusé quand même une grosse correction en fin de semaine. On avait redépassé notre moyenne mobile 20 périodes, mais on s'est fait rejeter assez rapidement. Donc on reste en dessous de nos moyennes mobiles, on reste dans notre range pour l'instant entre 7370 et 6900 à peu près. Si la situation continue, s'il y a une augmentation de l'inflation, si la guerre continue, s'il y a une augmentation des prix du pétrole, on devrait aller chercher bien plus bas. Là, à titre d'information, pour la crise du Covid, on était quand même allé chercher jusqu'aux 3800 points. On passe au S&P
500. Alors, pour le S&P, actuellement, comme vous le voyez là, on est en train de connaître une inversion de tendance depuis quelques semaines. Rien de grave, on reste dans notre range, mais on est quand même en train de vivre une inversion de tendance. La tendance haussière qu'on connaît quand même depuis la fin finalement de 2022, elle marque ici un premier sommet, et puis on voit que là on est en train de faire des points bas toujours plus bas et des points hauts toujours plus bas. Donc, à voir si ça c'est définitif ou si c'est juste une tendance à moyen terme comme on l'a vécu ici, et après on est reparti à la hausse. Sachant qu'on n'a pas fait de nouvelle ATH sur le S&P 500, contrairement au CAC 40. Ça nous montre que les capitaux ils sortent des marchés à risque, comme les actions et la crypto, et que ça peut potentiellement continuer sur le début de l'année 2024. C'est pour ça que personnellement, je m'expose pas plus pour le moment et je surveille attentivement le marché. J'ai pris notamment des liquidités sur Total et sur d'autres actions, et pour l'instant, je suis en stand-by et j'attends de voir comment ça va se passer. Pour l'or, on est toujours dans une tendance baissière à long terme. On voit qu'on fait toujours, comme pour le S&P, des points bas toujours plus bas, mais attention, on pourrait peut-être avoir une inversion de tendance à surveiller. Donc, pour moi, l'or, on va certainement quand même retourner aux alentours des 1730 $. Et pour l'instant, ça montre que le conflit, il n'a pas encore eu beaucoup d'impact, même si c'est peut-être en train de changer, attention, on est sur un point de bascule là, sur beaucoup de marchés. Et évidemment, en ce moment, on a le dollar qui ramasse tous les capitaux. Le marché, il est en période d'incertitude, et comme on a pu le voir au début de 2022, sauf qu'en plus, on a une crise immobilière qui se profile, un peu comme ça s'était passé en 2008. Moi, mon sentiment, c'est qu'actuellement, on est sur des prix très attractifs pour les investissements à long terme, bien qu'à moyen terme, on puisse connaître une correction, c'est fort possible. Donc, restez attentifs, faites attention sur les marchés et surtout surveillez les évolutions. Alors, je voulais aussi vous faire un point sur les obligations et 2-3 autres petites choses. En ce moment, une des questions qui revient beaucoup avec la montée des taux, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir sur des actions, ou est-ce que je ferais pas mieux d'aller sur des obligations dont les taux de rémunération, comme vous le voyez ici, ont quand même bien augmenté. Aujourd'hui, on va trouver des obligations avec des taux de 4 à 5% quand même. Donc pourquoi prendre le risque finalement d'aller sur des actions en pleine période d'incertitude économique et avec des banques centrales qui cherchent justement à mater l'économie? On va essayer de lier ça au PER. Aujourd'hui, et malgré la correction qu'on est en train de vivre, on a encore un grand nombre de sociétés qui sont valorisées à plus de 20 fois les bénéfices. Quand on regarde le PER d'une action, la différence entre la rentabilité d'une action et celle des obligations d'État, ça correspond à ce qu'on appelle la prime de risque. Aujourd'hui, en termes de risque et à PER égal, l'intérêt d'investir dans des actions par rapport à des obligations, il est entre guillemets moindre à un instant T, qu'à une période où les taux sont plus bas. Sauf que on constate qu'à très long terme, comme vous l'avez vu sur le graphique précédent, on est quand même sur une tendance baissière de très long terme sur les obligations. Actuellement, et au vu du climat économique, j'ai plus tendance à aller chercher, pour ma part, des entreprises qui sont capables de résister à une conjoncture défavorable selon différents critères. Ça peut être par rapport à un monopole sur une technologie ou encore la capacité de l'entreprise à innover, par exemple. Pour moi, c'est un point important, cash is king, comme on dit.
c'est la capacité d'une entreprise à augmenter sa trésorerie qui va en partie conditionner sa résistance dans les moments difficiles. Quand les taux étaient bas, l'accès au financement il était facile, mais dans une période comme celle qu'on est en train de vivre, c'est pas la même chanson. Les entreprises elles ont du mal à trouver des financements, donc la génération de la trésorerie c'est un indicateur essentiel de la qualité d'une entreprise. Il y a aussi les entreprises qui ont des avantages compétitifs, qui sont finalement les mieux placées pour résister en période de crise, et c'est aussi souvent celles qui sont le plus rentables. C'est souvent des entreprises qui évoluent dans des domaines qui présentent des barrières à l'entrée, comme par exemple le luxe, qui peut nécessiter une forte image de marque. Pensez à Louis Vuitton par exemple. On peut aussi prendre l'exemple d'Apple sur le marché des smartphones qui, avec son iPhone, détient une clientèle qui va être prête à dépenser pour des services supplémentaires. Par exemple, ça a fait polémique, mais racheter un chargeur avec une prise qui est spécifique à l'iPhone. Ou encore de l'espace sur le cloud, etc. Le but, c'est d'avoir une source de croissance bien identifiée pour qu'un avantage puisse générer de la valeur. Et ça fait partie de la stratégie notamment de Warren Buffett, qui valorise finalement des entreprises qui ont des avantages compétitifs. Ces avantages, ils vont aussi procurer une capacité à fixer les prix et augmenter les marges. Par exemple, Louis Vuitton peut faire payer un sac qui va pas forcément avoir un coût de production très élevé, mais ils vont, eux, pouvoir augmenter leur marge grâce à la puissance de leur image de marque. Bon allez, je m'égare un peu du sujet. Revenons-en à notre semaine en bourse. Le PER, je voulais aussi faire un point avec vous sur le PER parce qu'on a eu un débat là-dessus sur Twitter. Donc le PER, pour rappel, c'est un multiple. Ça nous indique le nombre d'années à bénéfice constant que devrait engranger l'entreprise pour rembourser le prix actuel d'une action. Par exemple, un PER de 20 indique qu'il faudra 20 ans de bénéfices constants pour générer un bénéfice total équivalent au cours de l'action actuelle. C'est un peu complexe, mais vous prenez pas la tête. En gros, avec un PER de 20, on paie 20 fois les bénéfices. On considère qu'au-dessus de 20 de PER, une action commence à être chère. Pour ma part, ça va pas me déranger de payer une action à un PER de 20 si je considère, comme par exemple pour Air Liquide ou Schneider Electric, que c'est des entreprises solides. Ça veut pas dire que j'essaye pas de les avoir moins chères, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec Air Liquide et Schneider. Mais si je considère le dossier viable, c'est pas quelque chose qui m'arrêtera. Voilà pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout si vous voulez qu'on analyse vos actions, et à vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Moi, je vous dis à dimanche pour un prochain point bourse, et sinon à dans la semaine pour des analyses d'actions ou des analyses de ce qui se passe dans l'économie mondiale.